Chapitre 13. Autoroute A71, dimanche 18 octobre 2015, 3h17. Le gros Land Rover filait sur l'autoroute, dans le grondement assourdi, presque imperceptible, de son moteur diesel. Malo, sur des conseils éclairés et fébriles d'Albert, avait enclenché le régulateur de vitesse et, il fallait bien l'avouer, n'avait plus grand-chose à faire. Après avoir passé les 100 premiers kilomètres, où les virages succédaient aux virages, comme dans toutes les directions dès qu'on quittait Aurillac, où on ne pouvait se permettre aucun relâchement de crainte de finir au fond d'un ravin ou enroulé autour d'un tronc vénérable, les choses étaient devenues bien plus simples et le risque de s'endormir plus important. Si tout se passait bien, lui certifiait le GPS intégré au tableau de bord, il serait arrivé d'ici 3 heures. Bon, maintenant que nous vous avons embarqué, il va falloir me montrer votre utilité. Et si je n'y parvenais pas, lui demanda-t-elle, son visage dans la clarté bleutée des écrans de commande, prenant des allures de charmant fantôme. Je vous débarque à la première aire d'autoroute. Il avait prononcé ces mots avec une telle assurance qu'on aurait presque pu le croire. Sa passagère, en tout cas, lui jeta soudain un regard où le doute le disputait à l'amusement. Il devinait dans sa gorge la réplique cinglante qu'elle retenait de peur qu'il ne soit sérieux. L'aurait-il fait? Il ne croyait pas. Mais ça ne coûtait rien de le lui faire croire. De l'arrière leur parvint la bonne voix d'Albert qui, dans cet habitacle pourtant spacieux, résonna à leur percer les tympans. « Oh, vous allez pas laisser la demoiselle dans un de ces trucs, patron. C'est un pouce au crime. » Voilà, ça, c'était dit. Malo attendit, guettant du coin de l'œil la réaction qui allait immanquablement monter du siège voisin. Il craignait le pire, mais il se trompait. L'enseignante renvoya à son second, dans le rétroviseur, un sourire désarmant dont il fut presque jaloux. « Merci, Albert, c'est adorable. » Et ce grand dadé, bien sûr, ne trouva rien de mieux que de sourire d'une oreille à l'autre, avec une expression de parfait béné. Malo se racla la gorge. « Bon, et si vous nous en disiez un peu plus maintenant ?» Elle se tourna à nouveau vers lui alors qu'il dépassait un énorme semi-remorque. À cette heure-là, les poids lourds représentaient une bonne part du trafic routier. Elle parut enfin prendre une décision et tendit la main. « Donnez-moi ce carnet, si vous voulez que je vous le traduise. » Elle tira de son sac à main. Malo était toujours sidéré de voir tout ce que les femmes pouvaient introduire dans un contenant qui, à première vue, ne semblait pas si grand que ça. Il en venait à croire que c'était là un pouvoir typiquement féminin. Un carnet et un stylo, sobres mais chic, à la mine rétractable qu'elle enclencha d'un coup de pouce décidé. Malo, la devinant dans de bonnes dispositions et craignant de rater le créneau de lancement, s'empressa de prendre l'objet dans sa poche et de lui tendre. Elle le saisit avec un « merci » très protocolaire, observa le titre et commença à griffonner quelque chose sur son calepin. « Je peux savoir ce que vous écrivez? Pour moi, ça a beau être des caractères latins, de la Caroline, non? Si je ne m'abuse. » La belle emmerdeuse lui lança un regard étonné. « Vous connaissez la Caroline? L'écriture que Charlemagne a imposée dans tous les monastères vers 770? Oui, je connais. » Comme elle ne cessait de le fixer d'un regard appuyé, il ajouta. « Je vous ai déjà dit que tous les flics n'étaient pas des abrutis. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Albert lui grilla la politesse en clamant à leur percer les tympans. « Kobo promai un ketchak dets ketchakchan » C'était dit avec une telle conviction que personne dans le véhicule n'aurait eu l'idée de le contredire, ni de lui demander ce que signifiaient ces vocables barbares. Il en donna pourtant immédiatement la traduction sans se faire prier. Mieux vaut un ou une, excusez mademoiselle, qui sait que disent qui cherche. C'est un proverbe. De votre grand-mère? Oui, je sais. Merci, Albert. Le coupa Malo avec un air résigné. Ça va être comme ça tout le temps? Demanda mademoiselle Mignon avec un regard partagé entre l'incrédulité et l'horreur. Malo eut un sourire railleur. Oh non, celui-là c'était du soft. Albert en a d'autres plus, comment dirais-je, crus. Oui, c'est ça, crus. La délicieuse emmerdeuse soupira en plongeant du nez vers le carnet. Eh bien, ça va être long jusqu'à Paris. Comme Albert ouvrait la bouche, elle leva un doigt, le stoppant net.
Je vous avertis, si j'entends un autre truc de ce genre alors que je traduis, j'arrête tout net. » Albert avala donc d'un air morose les mots qu'il allait prononcer pour bougonner, mais même un simple bougonnement chez Albert suffisait à couvrir le ronronnement du moteur. « N'empêche qu'elle avait bien raison, ma grand-mère. »« Chut !» lui souffla mademoiselle Mignon. « Je réfléchis. » Elle avait allumé la veilleuse de son côté, qui éclairait son carnet, et l'autre, l'ancien, celui de Gerbert, que venait de lui confier Malot. « C'est codé, » avança-t-il. « Merci pour cette évidence, monsieur de la Palisse. » Décidément, elle ne se reposait jamais. Il pesta après une Golf qui déboîtait sans avoir mis le clignotant pour doubler un nouveau semi à quelques mètres à peine devant lui. « Et vous saurez le déchiffrer ?»« Si c'est ce que je pense, oui. Et à quoi pensez-vous ?»« Oh, mais c'est pas vrai, il faut vraiment que vous parliez tout le temps ?»« J'aime apprendre, madame, » répondit-il humblement. « Intéressant. » Elle avait prononcé ces mots d'une manière et en lui lançant un tel regard qu'il faillit faire une embardée. Le diable s'était-il incarné dans le corps d'une enseignante de 40 ans? Il se prenait soudain à se le demander. Elle replongea dans l'étude du carnet et désigna la première page et le titre énigmatique. « Celui qui a écrit ce carnet, commença-t-elle, vous confirmez qu'il s'agit de Gerbert? »« Oui, répliqua-t-elle sèchement sans lever le nez du carnet. Bon alors, si ce que je suppose est exact, et que supposez-vous? Il eut droit à un nouveau coup d'œil par en dessous à vous foudroyer sur place. Vous allez m'interrompre tout le temps, comme ça? C'était le ton de la professeure excédée par les interventions incessantes de son cancre le plus turbulent. Il faillit se ratatiner derrière son volant, mais se rattrapa de justesse pour ne pas répliquer. Ce que je suppose, c'est qu'il s'agit d'un cryptage utilisant le code César. Code César, répéta-t-il, songeur. Je crois bien en avoir entendu parler un jour, mais j'ai oublié de quoi il était question exactement. Eh ben moi je connais César, beugla soudain Albert, qui était jusqu'alors demeuré muet comme une carpe. C'est le salaud qui a pété la gueule à Vercingétorix. Malot, sourd d'une oreille, redouta la réaction de sa passagère, mais cette dernière se contenta d'apprécier. Bravo Albert, bonne mémoire. Vous aimiez l'histoire? Oh, pas spécialement, mademoiselle. Je dois bien vous avouer que c'était pas la matière qui me branchait le plus. Mais j'adore Astérix, vous comprenez? Et dans Astérix, il y a César. Il ajouta d'une petite voix, enfin, ce qui, chez lui, passait pour une petite voix. C'était pas celui-là? Le sourire s'accentua au grand étonnement de Malot. Si Albert, c'était celui-là. Il y eut un instant de silence où Malot craignit qu'Albert ne lance une nouvelle réplique fulgurante, mais il n'en fut rien. Elle poursuivit donc. C'est le premier code qu'on connaisse. On retrouve sa trace dans De Bello Gallico. Avant, on utilisait plein de méthodes pour dissimuler les messages. Les Grecs, par exemple, tondaient la tête de certains esclaves, écrivaient un message sur leur crâne, attendaient que leurs cheveux repoussent, et les envoyaient chez le destinataire, qui n'avait plus qu'à tondre l'esclave à son tour pour lire le message. Fallait pas être pressé, glissa Malot. Et ça devait pas sentir la rose, intervint Albert. Je vous demande pardon? S'ils leur écrivaient sur le crâne et qu'ils attendaient que ça repousse pour les envoyer, fallait pas nettoyer pour pas que ça s'efface. Ça devait pas être très propre au bout de quelque temps. Il y eut un silence. Ou peut-être qu'ils les tatouaient, mais dans ce cas-là, on ne pouvait pas effacer le message après. Mademoiselle Mignon eut soudain une étrange expression et se tourna vers Albert pour le fixer d'un regard nouveau, celui qu'elle aurait eu en découvrant un chimpanzé jouant une symphonie de Beethoven. « Je n'avais jamais pensé à ça, » avoua-t-elle dans un souffle. Malot se garda de faire quelque commentaire que ce soit. Effectivement, il n'y aurait pas pensé non plus. Albert, sur le siège arrière, se redressa un peu, content de lui, et heureux d'avoir brillé auprès de l'enseignante, même si le plafond de la voiture limitait de facto l'exercice. Bref, le code César est le premier dont on ait connaissance. On sait qu'il l'a utilisé pendant la guerre des Gaules. Vous connaissez la guerre des Gaules? Oui, Gergovie, c'est à côté de Clermont, intervint Albert. C'est ça, approuva mademoiselle Mignon. Et Alésia. Malot sentit une certaine tension gagner la montagne de muscles qui se dressait derrière eux. Pour un Auvergnat, la bataille d'Alésia avait-il appris, restait encore, même 21 siècles plus tard, un point sensible. Il s'attendait à une nouvelle éruption sonore ou un « Aléchien, connais pas Aléchien, jamais entendu parler d'Aléchien !» Mais à son grand étonnement, il n'en fut rien. Albert demeura muet
Et la professeure put poursuivre. Il ne s'agit ici ni de Gergovie ni d'Alésia, mais d'un autre épisode de la guerre des Gaules, où César devait porter secours à un camp retranché dans lequel Pompée et ses troupes se trouvaient assiégées par des Gaulois. Pour leur redonner le moral et leur enjoindre de tenir, il confia un message à un soldat qui l'enroula autour d'un javelot. Sa mission était de le projeter de l'autre côté de la palissade. Il ménagea une pause avant de poursuivre. Mais au cas où il n'y parviendrait pas, ou serait capturé, il ne fallait pas que le message soit lisible par les Gaulois. Il remplaça donc des lettres latines par des lettres grecques, selon un code précis que connaissait Pompée. Généralement, il les décalait de 3 lettres dans l'alphabet. Vous voulez dire que... commença Malo. Le A, par exemple, devenait un D, le delta grec, et ainsi de suite. « C'est génial !» s'exclama Albert avec une voix de gosse émerveillé. « Oh, je vais pouvoir envoyer des messages codés maintenant !»« Ça paraît relativement facile à percer, tempéra Malo. »« Pas tant que ça, lui répondit-elle. Les combinaisons possibles sont énormes, et même si on y parvient en étudiant la fréquence des lettres, ce n'est pas si évident. Preuve en est que certains l'utilisaient encore au XIXe siècle, même si on avait depuis trouvé comment les lire et mis au point de nombreux codes plus efficaces. « Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de ce genre de code ?» objecta-t-il en quittant la voie de droite pour doubler un camping-car. Si ce carnet date bien de l'époque de Gerbert, comme nous le pensons, le code César était le seul qu'on connaissait. Il faudra attendre encore des siècles, jusqu'à la mort de Marie Stuart, en 1587, décapitée parce qu'on avait découvert et décrypté ses correspondances secrètes, pour qu'on s'attelle vraiment à créer des codes de cryptage plus élaborés. Malo se rabattit sur la voie de droite et, voyant qu'aucun véhicule ne circulait devant eux, s'autorisa un regard vers sa voisine, toujours penchée sur le carnet, qui, après avoir tracé un tableau sur son propre calepin, cochait visiblement de petites barres chaque fois qu'elle trouvait quelque chose. « Je peux savoir ce que vous faites ?» s'enquit-il. Elle eut un grognement exaspéré. « Je note les fréquences. »« Les fréquences ?» Elle répondit de mauvaise grâce. La méthode pour casser les codes, et en particulier le code César, consiste à relever le nombre de fois, la fréquence, où on retrouve le même signe sur un texte. Elle crut bon de préciser, sachant qu'en français, ou en anglais par exemple, sur un texte de 10 000 signes environ, le E représente 20% des occurrences, le A 8,4%, le I 7,3%, etc. Malo hocha la tête. Mais là, il s'agit de latin. Une chance, donc, que je connaisse le latin et que vous m'ayez embarqué. Elle lui lança un regard de défi. Et cette passion des codes, elle vous vient d'où ? Elle resta muette 2 secondes, penchée sur le vieux carnet, comme pour y repérer un mot qui lui échappait avant de répondre. De la fac. Un de nos profs nous avait proposé une liste d'exposés sur des sujets divers. Je ne sais pas comment j'ai écopé de celui sur les codes secrets à travers l'histoire. Au début, ça ne me disait trop rien, mais j'ai fini par trouver le côté ludique du truc, et je me suis piqué au jeu. Après, j'aimais bien m'amuser à crypter ou décrypter des messages. Mais je n'aurais jamais cru que ça me servirait un jour. Elle griffonna 3 nouveaux traits. C'est assez excitant, en fait. Malo se garda de rebondir sur cette dernière phrase, malgré l'envie qu'il en avait. Le ronron monotone du moteur seul emplit l'habitacle. « Je peux revoir la première page ?» demanda soudain Albert. « Pardon ?» La voix de mademoiselle Mignon laissait clairement entendre que l'interruption n'était pas à son goût. « La première page, le titre, je pourrais le revoir ?» insista Albert avec une certaine inconscience. Mademoiselle Mignon obtempéra de mauvaise grâce. Malo s'autorisa un coup d'œil en arrière pour voir Albert pianoter avec ses gros doigts et une dextérité surprenante sur son portable. « Je peux savoir ce que vous faites ?» demanda l'enseignante avec une expression exaspérée. « Si vous voulez que nous arrivions à lire quelque chose sur ce carnet, il faudrait peut-être que... » Albert lui renvoya un grand sourire tout en dents terrifiantes. « J'ai fini !» claironna-t-il. Voyant le regard que levait sur lui la rouquine volcanique, il recula imperceptiblement. « Vous avez fini quoi, au juste ?»« de décoder le titre !» répondit-il aussitôt, comme si c'était une évidence. « Vous avez décodé le titre ?» répéta-t-elle d'une voix qui laissait clairement entendre son scepticisme. « Alors très bien, je vous écoute. Dites-moi ce qui est écrit. » Il y avait un tel mordant dans ces mots que Malo en eut mal pour le pauvre Albert, qui devait essuyer en plus le regard de ses yeux balistiques. Albert se racla la gorge et, comme un élève passant au tableau, récita « je pense que... » « Vous pensez, »
le reprit-elle comme si ces deux mots étaient déjà, à eux seuls, un non-sens. Je pense que ça doit être ça, se lança Albert, qu'on sentait transpirer aux tempes. Mea fabula Gerbert d'Aurillac. Il y eut un long, très long silence, durant lequel la belle emmerdeuse ne cessa de fixer Albert, mais dans ses yeux la dureté première de l'enseignant en train de jauger son élève cédait peu à peu la place au doute, puis à la surprise. Elle tourna la tête vers le carnet, relut les caractères tracés sur le cuir. « C'est pas vrai ?» l'entendit murmurer Malot. « Mais comment ?» Elle se retourna de nouveau vers Albert et le poinçonna du regard, comme si elle cherchait à l'ausculter jusqu'au fond du crâne. « Comment avez-vous fait ça? Il a le génie des maths comme certains autistes, c'est ça ?» questionna-t-elle Malot. Malot, qui avait déjà eu l'occasion de juger du niveau de maths de son subordonné, s'esclaffa. Non, pas vraiment. Soit dit sans vous offenser, Albert. » Ce dernier n'en prit pas ombrage, il savait, lui aussi, son niveau de compétence ou d'incompétence en cette matière. « Alors quoi ?» exigea-t-elle. « Vous connaissiez déjà ce texte ?» Il y avait dans sa voix une intonation étrange, presque de la fébrilité. Albert secoua la tête et, tournant vers elle l'écran de son portable, lui répondit avec son sourire terrifiant. « Bah non, mais je suis allé sur un site de décryptage, décode.fr. Regardez, il suffit de taper le texte que vous voulez décoder ici, d'appuyer sur « déchiffrement du code César », et il vous donne toutes les possibilités en décalant les lettres. Et là, vous voyez, en décalant de 4, il y a marqué « Mea fabula Gerbert d'Aurillac ». Mais je sais pas ce que ça veut dire, Mea fabula. Mon histoire, le renseigna-t-elle, d'une voix absente en fixant les 25 lignes présentant chacune une possibilité différente. Vive les nouvelles technologies, s'exclama Malot. Si Vercingétorix avait eu un portable, l'histoire du monde en eût été changée. Et vous croyez drôle, lui renvoya-t-elle en refermant son calepin pour sortir son portable et, tournant la première page, après quelques manipulations, se mettre à pianoter à une allure invraisemblable. Et à moi, on me dit même pas bravo? C'est quand même moi qui ai trouvé la solution, grommela Albert sur un ton de gosse vexé en remballant son appareil. Malot, beau joueur, répondit. C'est vrai. Bravo Albert. Vous nous avez bien facilité la tâche. Je pense que notre cher professeur vous en saura gré, ajouta-t-il en appuyant sur le mot professeur. La chère professeur travaille, vous m'excuserez, répondit aussitôt l'intéressé, les yeux plongés sur le carnet. Donc, si vous pouviez vous taire et me laisser bosser, je pourrais peut-être avancer et vous en dire un peu plus d'ici que nous arrivions à Paris. Alors même qu'elle parlait, Malot vit un panneau autoroutier jaillir de la nuit dans la clarté des phares. Paris, 267 kilomètres, lut-il tout haut. Très bien. Nous vous laissons travailler, professeur. Dites-nous quand vous serez prête. Dans le rétroviseur, il vit Albert ouvrir la bouche pour protester et fronça les sourcils pour l'inciter à se taire. Puisqu'elle avait l'air dans de bonnes dispositions, autant ne pas la contrarier. Albert se contenta donc de bougonner un « Si c'est comme ça, la prochaine fois, je vous laisserai vous débrouiller toute seule. » À peine avait-il grogné ces mots que mademoiselle Mignon lançait d'une voix si charmante, si enjôleuse que Malot, saisi, se tourna vers elle pour la découvrir toujours penchée sur son appareil, mais avec un joli sourire qui illuminait tout son visage et mit Malot sans dessus-dessous. « Merci, Albert. » Ce dernier, aux anges, sourit en retour chez lui. Ça n'avait pas le même effet. L'heure qui suivit, dans le silence ouaté de l'habitacle, fut monotone et ennuyeuse. Malot se contentait de doubler les rares véhicules, essentiellement des poids lourds, qui à cette heure avancée de la nuit, ou plutôt du matin, se traînaient sur la voie de droite, quand enfin ils parvinrent au-delà d'Orléans et empruntèrent la 6 voies, il se positionna sur celle du milieu et poursuivit sa route plus sereinement. Comme il craignait de s'endormir, il demanda à sa voisine si ça ne la gênait pas qu'il mette un peu de musique. Elle lui donna son accord d'une monosyllabe qui devait être un « oui ». Il alluma donc l'autoradio et scala sur Radio Classique. Un air de Bach monta dans l'habitacle. Mademoiselle Mignon lui jeta même un coup d'œil approbateur. Était-elle surprise qu'un flic aime le classique? Ça ne l'aurait pas étonné. Un peu de Wagner l'eût peut-être mieux tenu en éveil, mais les ronflements gargantuesques provenant de la banquette arrière, où Albert s'était endormi et scié des bûches comme personne, s'en chargeaient amplement. Ils arrivaient en vue de la barrière de péage de Saint-Arnoux, dont les lucioles alignées en quinconce rouges et vertes, et celles des quelques véhicules qui,
même à cette heure se pressait au péage, se rapprochait, quand elle referma le carnet et reprit la parole. « Bon, j'ai fini de traduire la première partie. Vous voulez que je vous la lise ?» Malo, qui venait de s'arrêter derrière 3 voitures et un poids lourd, répondit aussitôt en éteignant la radio. « Avec plaisir. » Derrière eux continuaient de monter les monstrueux ronflements. « Albert !» Voyant qu'il n'y avait pas de réponse, il répéta, plus fort, « Albert !» Il dut s'y reprendre 3 fois pour que l'effroyable bruit s'arrête enfin sur un final chaotique, digne d'un sanglier dérangé dans sa bauge. « Quoi ?» grommela l'intéressé en se redressant de toute sa taille en manquant s'assommer contre le plafond de la voiture dans un bang sonore. Notre professeur a terminé de traduire une partie du carnet et se proposait de nous en faire lecture. De l'arrière monta un nouveau grognement contrarié. « Si tu n'es pas obligé de me réveiller pour ça, bon, y a raconter plus tard, patron. » Malo secoua la tête. « Non, Albert, vous ronflez tellement fort que jamais je n'aurais pu entendre ce que notre spécialiste ici présent a à nous raconter. » Réflexion qui entraîna aussitôt une réaction. « Je ronfle pas fort, patron !»« Non, Albert, vous ne ronflez pas fort, » convint Malo. « Vous ronflez monstrueusement fort. » De l'arrière monta un nouveau bougonnement de dénégation qu'on aurait pu prendre pour le réveil d'un volcan. « Bon, je peux y aller cette fois ?» demanda mademoiselle Mignon, qui semblait s'impatienter et tenait dans la main son calepin qu'elle avait noirci de notes. « Ça vaut le coup, au moins ?» s'enquit Malo avant qu'elle ne commence. La belle rouquine au caractère impossible lui lança un regard qui semblait dire à lui seul « Est-ce que je me serais ennuyé à traduire ce texte s'il n'était pas intéressant ?» « Je crois que oui, » se contenta-t-elle de répondre avec sobriété. « On vous écoute, » conclut Malo avec un sourire d'encouragement. J'ai essayé d'alléger la tournure des phrases au maximum et de traduire le texte dans une langue compréhensible par le profane. Malo se demanda comment il devait prendre ça, mais même cette question s'estompa quand la jolie professeure commença, d'une voix subtilement différente, une voix qui, mot après mot, l'emportait vers une autre époque, loin, loin de ce siècle et de ses lumières électriques, vers un monde plus rude, plus sauvage, où ce qui allait devenir la France balbutiait encore au sortir des âges sombres qui avaient suivi l'effondrement de l'Empire romain.